de rencontres pluridisciplinaires en langue française qui proposent des perspectives complémentaires sur une problématique donnée qu'on choisit chaque année. Et cette année, nous avons précisément décidé de travailler sur le thème de la sécurité en analysant la manière dont cette notion est examinée par les différentes sciences sociales, donc ce que nous avons déjà fait au cours du premier semestre. Alors, la première séance de ce deuxième semestre empruntera la voie des questionnements historiques, on va dire, avec l'intervention de notre invitée, Christine Lebeau, donc arrivée il y a quelques heures depuis Paris avec quelques difficultés et quelques aventures, mais disons qu'elle est là. Alors, je vous présente très brièvement Christine Lebeau, avec laquelle nous avons été collègues quand je travaillais donc à Paris, avant le mois de septembre. Donc, Christine Lebeau est professeure d'histoire moderne à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et elle est membre aussi de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, pour que tout le monde soit content pour les affiliations. Donc, ces travaux s'intéressent principalement à la monarchie des Habsbourg du XVIIIe siècle, et en particulier aux pratiques de gouvernement de ce territoire très disparate, à travers ce qui est désigné par le terme de savoir d'État. C'est le terme que tu utilises, autrement dit, des outils et les usages administratifs appliqués dans les différentes sphères du pouvoir, donc du pouvoir politique, mais également dans d'autres domaines. Par ailleurs, si Christine, comme elle le précise, souvent elle-même n'est pas une historienne de l'Allemagne, elle a coécrit et co-dirigé tout de même plusieurs ouvrages sur l'histoire du Saint-Empire romain germanique, mais justement en montrant qu'il s'agit d'une construction complexe, éparpillée entre différents territoires et au fond définie avant tout comme un espace d'échange et de liens de dépendance politique, plus qu'un territoire avec une frontière donnée, tel qu'on a l'habitude de concevoir les États à l'époque moderne. Alors, je vous invite donc à consulter ces travaux qui offrent une nouvelle grille de lecture par rapport à l'histoire traditionnelle, disons, des régions germaniques, marquées par un récit linéaire des constructions nationales ou des constructions politiques, à la fois dans l'historiographie française, mais aussi dans l'historiographie polonaise, souvent, qui présente cette zone de manière un peu monolithique. Alors, en lien avec ces chantiers, Christine Lebeau s'est également intéressée à la diplomatie et à l'histoire des circulations. Et c'est à cette occasion qu'elle a coordonné un projet international intitulé Trieste, ville d'empire, empire au pluriel, donc avec un S, qui est un excellent exemple, je pense, d'approche multiscalaire, mais aussi une manière de décloisonner deux narrations souvent parallèles, celle de l'histoire des territoires de la rive orientale de l'Adriatique, c'est-à-dire les territoires contrôlés par les Habsbourg, et celle des grands ports maritimes, souvent étudiés à travers le prisme de leurs échanges avec les espaces lointains qui définissent justement leur rayon d'action, c'est-à-dire plutôt les liens entre le port comme un point d'accroche avec les échanges économiques et les échanges d'hommes, de marchandises, de produits, donc entre ces espaces lointains et un port en particulier. Donc, les recherches menées dans le cadre de ce programme consacré à la ville de Trieste montreront partie l'intervention qui nous présentera aujourd'hui, si tout se passe bien, donc oui, ça s'est installé. Donc, sous le titre « La sécurité au prisme du territoire impérial de la paix de Passarowitz, 1718, aux édits de Port-Franc à Trieste, 1717-1719 ». Et je te laisse la parole, Christine, pour cette présentation. Voilà, merci pour cette très aimable présentation. Merci d'avoir été aussi patient, parce que là, on a quasiment une bonne demi-heure de retard. Donc voilà, donc je vais essayer de rester aussi claire. Alors, effectivement, j'ai gardé cet en tête, qui était celui donc, du projet Savoir d'État Euro 105 qu'on avait porté dans le cadre du laboratoire. Car, comme tu le sais d'ailleurs, on a un nouveau projet en fait d'écriture. Et effectivement, cette fragmentation d'écrits est aussi une circulation d'écrits entre des espaces, entre des pouvoirs, entre des souverainetés. Et je trouve, alors il faudrait que j'arrive à enlever au Scientia, mais le bandeau des textes est voilà, intéressant et au cœur de ce que je vais aussi un peu faire aujourd'hui. Alors, quand j'ai accepté ton invitation, donc parler de la sécurité, j'ai d'abord eu un petit recul. Je ne suis pas historienne de la sécurité. À vrai dire, c'est un peu une première parce que c'est même une notion que je n'ai jamais vraiment abordée, y compris quand je faisais cours d'ailleurs d'histoire des relations internationales. Je continue de le faire parce que ça n'apparaît pas comme une notion d'histoire moderne.
Il y a d'autres choses voilà, qui s'imposent, l'équilibre, ou même un autre vocabulaire, parce que là, en travaillant et en préparant cette intervention, peut-être y a-t-il d'autres mots. Il y a la sûreté, par exemple. Voilà. Donc là, je suis restée à sécurité, parce qu'en fait, assez rapidement, quand j'ai repris mes textes de paix, donc cette paix de Passarodi dont je vais parler, effectivement, le mot sécurité s'y trouvait, sur certaines. Alors avec parfois des effets de traduction. Et sans doute, on va le voir tout à l'heure, c'est sans doute en allemand, en fait, que le mot paraît le plus développé et le plus présent. Parce que ce n'est pas évident, parce qu'on travaille en fait sur un texte latin. Il y a une traduction française qui se fait parfois par rapport au texte latin, parfois par rapport au texte de Constantinople, puisque c'est une paix entre l'empereur et le sultan. Voilà, donc il y a des effets de traduction, et je ne détaillerai pas ça ce soir parce que ça aurait fait encore un autre sujet et c'était tout à fait passionnant, mais c'est en allemand qu'on trouve le plus finalement ce mot de sécurité. Voilà. Et je vais m'en servir après. Alors, prendre une paix pour traiter de la sécurité, bon, ça a l'air assez aisé, mais on va voir que ça ne l'est pas. Bon. Alors, ces traités en fait de Passarowitz, donc là j'ai repris la paix de Passarowitz, c'est le terme générique, sont en fait donc 3 traités, donc 2 traités politiques signés donc le 21 juillet 1718 entre d'une part l'empereur Charles VI et le sultan. Alors, ça c'est important, je vais y revenir, pour 24 années lunaires, donc c'est un cycle ordinaire dans le droit ottoman, 24 années lunaires. Et donc l'autre traité, celui qui unit la République de Venise et l'Empire ottoman, celui-là, il est illimité. Et ça n'est pas non plus un hasard. Et à ces 2 traités politiques s'ajoute donc un traité de commerce qui est signé le 27 juillet 1718 entre Charles VI et le sultan. Alors, c'est un peu à l'occasion de l'anniversaire de 1718-2018. Effectivement, j'ai été associée à ces 2-là, ces parties, en fait, à un colloque anniversaire donc à l'Académie des sciences de Budapest, qui voulait donc reprendre ces traités, en faire une histoire nationale, ce qui était un peu étonnant. Le volume est un peu bloqué pour le moment, parce que faire une histoire nationale de Passarowitz, c'est bien sûr embrayer sur la guerre de libération hongroise, ce qui peut poser des difficultés, et finalement son échec est clos en fait par les traités de Passarowitz. Donc, un colloque anniversaire et qui viendra, je l'espère, parce que donc, moi, mon grand acte a été d'obtenir une traduction en français du texte ottoman, qui est très rare, dont en fait les versions se sont perdues, qui est différent, mais ce soir, on n'en parlera pas parce que c'est encore un autre travail. Donc, il y a vraiment un aspect de langue qui est passionnant sur cette histoire. Et qui doit toucher, alors je n'ai évidemment pas les moyens d'aller voir si chez les Ottomans, la sécurité ou la sûreté arrive. Et donc, un volume donc, qui comportera cette traduction et qui s'ajoutera donc à une bibliographie très mince. Donc là, j'ai préparé une moitié, bon après je vais revenir parce que c'est l'autre bibliographie dont je parlerai plus tard. 2 volumes, donc l'un est un petit peu ancien, ils annoncent d'ailleurs qu'ils prennent les devants sur l'anniversaire de 2018. C'est un volume publié donc par un historien américain spécialiste de la monarchie d'Habsbourg, mais en fait qui est clairement aux mains des historiens serbes qui ont refusé de participer au colloque de Budapest. Donc, je l'explique dans la préface, ils anticipent. Požarevac, ça c'est en Serbie aujourd'hui, c'est au sud, c'est pas très loin de Belgrade, c'est au nord de Belgrade, au sud du Danube. La ville a été évidemment choisie pour sa commodité, elle permettait à tous les émissaires de s'y rencontrer. Et donc, un autre volume concurrent de Budapest, mais fait par le représentant des archives hongrois aux archives d'État autrichiennes, donc András Orosz. Et celui-là, à vrai dire, je n'ai pas vraiment réussi à mettre la main dessus. Je sais à peu près ce qu'il y a dedans, parce que certains intervenants
sont arrivés, sont venus à Budapest, d'autres ne sont que dans le volume. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas entrer dans cette histoire, bien sûr, nationale, savoir qui a gagné ou perdu au traité de Passarowitz. Et d'une certaine manière, prendre le mot sécurité, c'est peut-être une première, voilà, premier acte important pour l'historien, c'est de prendre ses distances par rapport à l'histoire nationale, parce qu'il y a des thèmes qui s'imposent là-dessus, c'est la reconquête du royaume de Hongrie et la défaite des rebelles hongrois, donc essentiellement Rákóczi, accueillis ensuite à Paris. Donc la sécurité, c'est un éclairage qui avait l'air un peu évident, mais qui en fait, s'est avéré intéressant pour comprendre un peu autrement donc, ces textes. Alors, les textes, donc, je l'ai un petit peu, j'ai commencé à le dire, donc il y a une histoire... voilà. Une histoire un peu compliquée des textes. Donc, voilà, en fait, moi, j'ai puisé. Alors, bon, la présentation, j'ai fait comme j'ai pu, elle n'est pas tout à fait complète, elle aurait pu être mieux. Donc, il y a en fait essentiellement quatre sources pour donc en 3 langues. Dumont, qui vraiment recopie, donc Jean Dumont, qui est un personnage important, hein, qui d'ailleurs fabrique le droit des gens. Jean Dumont est un Belge, voilà, récemment devenu sujet de l'empereur, donc avec les traités d'Utrecht de 1713. C'est l'auteur donc de cet immense corps universel diplomatique des droits des gens, dans lesquels il recopie pour la première fois une quantité extrêmement importante d'actes et de traités. C'est la première fois que vraiment il y a une espèce de chancellerie publique. C'est un travail donc, qui est parfois critiqué, et là aussi, il y a sans doute des choses à faire sur la fiabilité de certaines recopies, mais toutes celles qui concernent l'empereur sont excellentes parce qu'il a tout simplement accès à la chancellerie d'empereur et il conseille aussi l'empereur, alors pas pour Passarowitz, mais pour les traités suivants, les traités avec les Barbaresques de 1725, qui sont en lien étroit avec la paix de Passarowitz, je vais y revenir, également les traités de commerce avec l'Espagne. Nous sommes dans un moment, en fait, où des juristes fabriquent les mots de la négociation et les mots de l'accord diplomatique. Et clairement, je ne pense pas, là, il y aurait aussi, il faudrait, je ne sais pas, mais la sécurité, je ne suis pas sûre que ça fasse partie, ça fait un peu partie de leur vocabulaire, mais pas forcément celui de Dieu. Alors, en fait, le traité de Passarowitz, du point de vue du droit et du point de vue de l'histoire des relations internationales, il est important puisqu'il est la première reconnaissance à part égale, donc de l'empereur et du sultan, du principe uti possidetis, qui est un principe de négociation, c'est-à-dire qu'en gros, on négocie sur la base des terrains et des territoires conquis. On ne rouvre pas, on arrête en quelque sorte la négociation sur les positions des deux parties. Effectivement, par rapport aux discussions actuelles, est intéressant. C'est un statu quo, en fait. C'est un statu quo qui permet en fait de s'entendre sur autre chose. C'est-à-dire qu'on ne se dispute pas sur les territoires, on les fixe, mais on s'entend sur d'autres affaires. Or, ces autres affaires, elles ont évidemment ici complètement à voir avec la sûreté ou la sécurité. Je m'aperçois que j'ai peut-être un peu abusivement confondu les deux mots. Voilà. Donc, voilà. Mais les histoires des relations internationales, les histoires du droit des gens et du droit public vont mettre l'accent sur uti possidetis comme une reconnaissance par le sultan aussi, parce que évidemment, on est dans la fameuse négociation avec l'autre. Ce n'est pas évident donc de faire valoir un même principe pour deux univers juridiques et politiques. Alors, dans ce traité, en fait, alors j'ai apporté un bout de texte, voilà. Voilà, alors c'est vrai que je suis peut-être allée un peu vite en besogne parce que de sécurité, en fait, nous sommes à sûreté. Alors, voilà, je m'en aperçois maintenant, en fait, je suis partie. Bon. Mais ça, je vais après passer par Foucault, etc. Donc,
Alors, cette sûreté, elle est évidemment, on va le voir, une sécurité, puisque c'est une tranquillité. Le fait d'être sûr, assuré de pouvoir circuler, bouger avec ses biens. Alors, on va retrouver ce problème de l'échelle ou du niveau de définition de cette sûreté-sécurité. Ici, en fait, ce sont des groupes. Cette sûreté-sécurité, elle ne concerne pas l'ensemble des territoires, mais elle concerne en fait des acteurs précis. Donc, les commerçants. Donc, quand on cherche le mot sûreté dans le traité, dans la version française, on le trouve donc autour des négociants, donc c'est le passage que vous avez, donc ces négociants des deux parties pourront faire le commerce en toute liberté, tranquillité et sûreté. Donc en fait, on va le voir tout à l'heure avec les définitions de dictionnaire, la sécurité, ce serait tranquillité et sûreté. Voilà. Là aussi, il faudrait faire sans doute plus fin. Et ensuite, donc, deux autres articles, je ne sais plus si je les ai... Non, je ne les ai pas repris, donc vous me croirez sur parole. Deux autres groupes, donc les boyards et autres habitants de rang inférieur de Valachie. Donc là, on est dans les zones tampons, en quelque sorte. Ça touche, en fait, l'article l'explique, ceux qui sont passés de l'autre côté pour en fait échapper aux Ottomans, ou certains, au contraire, qui sont passés au service des Ottomans. Donc, certains veulent repasser les limites dans un sens et dans l'autre. Donc, ceux-là, ils ont droit donc, dans un rayon qui est défini, donc c'est une marge, en fait, du traité. Et puis, les rebelles hongrois ont droit aussi à leur article. Ces rebelles hongrois donc, pourront, dans le but d'empêcher que la tranquillité des confins et le repos des sujets ne soient troublés en aucune manière, il a été convenu que les lieux quelconques qui seront assignés dans l'Empire ottoman, à Rákóczi, à Berezeń, à Esterházy, à Forgás, à Váj et à Saki, donc les groupes des rebelles du Partium de Tokaj, autres Hongrois qui se sont révoltés contre l'empereur des Romains et ont cherché durant la guerre un refuge dans les États ottomans, seront éloignés de la frontière. Donc eux, ce n'est pas une sécurité qu'on leur donne ou une sûreté, plutôt c'est une sûreté qu'on donne aux habitants en éloignant donc les fauteurs de troubles. Voilà. Donc on va voir, c'est une rédaction qui est très différente de celle du traité d'Utrecht de 1713, au moins d'un des traités que j'ai pris. C'est très, très différent et on va y revenir. Alors, ce traité de commerce, donc, il a... Alors, ça, c'est les traités politiques, les articles que je viens de vous donner, c'est le traité politique. Donc, je ne vais parler là que du traité politique de l'empereur des Romains, puisque c'est son nom pour le sultan, et du sultan. Je laisse de côté celui de Venise. Et donc, le traité de commerce complète en fait le traité entre l'empereur des Romains et le sultan, et a pour but, donc, je cite, c'est l'article 1, d'augmenter l'harmonie et la confiance mutuelle, et là encore, donc, d'assurer la plus grande sûreté et tranquillité du commerce. Et puis là, on va y revenir tout à l'heure, il précise beaucoup plus finement en quoi consiste cette tranquillité et sûreté. Alors, la sécurité, alors je suis quand même bien dans l'affaire, donc j'ai préparé aussi, j'ai beau toujours mettre soi-disant dans l'ordre de, voilà, ça fait. Dans l'article sur les, je ne sais pas si certains s'intéressent aux rebelles hongrois, il y a une liste qui n'est pas exhaustive et qui est même aussi discutable, c'est toujours le fait de mettre en liste. Voilà. Donc, la sécurité des dictionnaires. Donc, avec cette sûreté et tranquillité, donc nous sommes bien dans le registre de l'article sécurité. Donc là, je n'ai pas repris, mais le dictionnaire de l'Académie, donc dès 1694, connaît donc le terme de sécurité, qu'il définit par confiance intérieure, tranquillité d'esprit, bien ou mal fondée dans un temps, dans une occasion où il pourrait y avoir sujet de crainte, au milieu de tant de périls, vous ne craignez rien sine cura. Donc, voilà. Cette sécurité, c'est le fait d'être sine cura. Alors, ce qui est intéressant, et après, c'est en prenant
passant par Michel Foucault, j'en ai encore plus apprécié l'importance. Le dictionnaire de l'Académie, donc que ce soit 1694, 1718, 1740, 1762, ne change pas de définition. Ce qui confirme quand même que ça n'est pas un mot du droit. Que les mots du droit, voilà, je les ai énoncés, ils ont mérité une plus grosse étude, hein, sûreté, tranquillité, voilà. Les mots du droit, ils sont là, le mot sécurité, il est là, mais il est encore employé dans un sens moral, donc sinecura, et regroupe donc ces sûreté et tranquillité que les traités ou le droit des gens peuvent procurer. Alors, si on va du côté du dictionnaire allemand, parce que quand même, je disais sur les problèmes d'édition de ces documents, il y a donc, en fait, Dumont, donc je vais peut-être reprendre la diapo et parler un peu langue. Dumont, donc, recopie le latin, donc c'est la version Princeps, ça n'est pas la version ottomane, bien sûr, qui, elle, prend une toute autre forme. Et d'ailleurs, la version ottomane n'est pas un traité, mais un firmant, un diplôme. Donc, accorde et accepte. Alors, il y a eu une grosse querelle entre les ottomanistes présents au colloque. Accorde ou accepte, les termes sont très, très ambigus. Et la version donc ottomane, par ailleurs, s'ouvre sur un éloge de 2 pages du sultan. Donc, on est dans une toute autre culture juridique. Donc là, on parle un peu entre nous. On ne parle pas encore tout à fait, j'ai dit, au prisme de l'Empire ottoman, c'est un prisme qui, là, est un peu lointain. Donc, un texte en latin qui est la version ratifiée par l'empereur et donc qui est quand même ratifié, alors qui n'est pas ratifié, qui est signé par l'envoyé du sultan, mais qui n'est pas ratifié par le sultan. Et donc, Testa, c'est une traduction donc, du début du 19e siècle, dont j'ai l'impression, alors il faudrait la regarder de près, que cette traduction, donc j'ai trouvé un peu tardivement, d'où c'est un peu moins joliment présenté, j'ai l'impression que c'est une espèce de décalque de 2 textes, et ça renvoie à l'histoire très compliquée. Il est probable que Testa a eu en main le texte ottoman et qu'il arrange un peu la traduction du latin avec le texte ottoman. C'est-à-dire qu'il traduit le latin, mais prend en français des mots qui sont plutôt en tout cas, la version de Testa n'est pas la même que celle d'Autry. Donc, il y a aussi des traductions. Voilà. Alors, elle ne touche pas, par chance, ne touche pas cette sûreté et tranquillité qui réapparaît à chaque fois, mais il y a d'assez grosses variantes entre les 2 traductions du latin. Alors, donc, il y a donc, je le disais, une 4e source qui est la traduction en allemand du traité latin, qui, elle, est à une espèce d'abord de pamphlet, et ensuite, qui est en fait un petit livret que j'ai retrouvé à plusieurs reprises dans les archives, qui était en fait donné aux administrateurs de la monarchie d'Habsbourg, et qui ensuite a été encore retraduit en italien, et qui consistait en fait à expliquer, alors surtout la partie commerciale, à expliquer à ceux qui gèrent le commerce, en fait, qui croisent des marchands, en quoi consiste le passaronies. Donc, et là, pour le coup, la tranquillité et la sûreté du commerce deviennent bien Sicherheit. Sécurité ou sûreté. Mais si on ouvre un dictionnaire, Sicherheit, ça va être traduit par sécurité. Donc, je crois que là, je suis en fait prise de plein de doutes après avoir ouvert tous ces... C'est intéressant, la traduction, ça permet aussi de voir. Voilà, mais c'était peut-être encore un autre exposé. Bon, j'aurais vraiment pas le temps parce que en fait, c'est l'aboutissement de recherche que je viens de mener, c'est tout frais et il faudrait aller en fait plus loin. Alors, donc, si on regarde, du coup, j'ai regardé le dictionnaire Zedler, qui est le dictionnaire Zedler, qui est le dictionnaire de référence, comme le dictionnaire de l'Académie pour la langue allemande, alors qui est un dictionnaire encyclopédique. Il y a aussi des articles, nous dirions, de sciences politiques. En fait, il est pour moitié, et je vais laisser de côté l'autre moitié, en phase complète avec le dictionnaire de l'Académie. Ce qui, effectivement, rend possible aussi, au XVIIIe siècle, ces passages d'une langue à l'autre. Parce que les mots, grosso modo, se définissent. Mais on va voir, et c'est là où j'ai commencé à me dire, il y a un truc, et c'est en lisant Foucault que je me suis dit, il faut en faire quelque chose, c'est qu'en fait, une partie de la définition de la sécurité, Sicherheit, est en fait
très impériale. Et je vais le développer plus tard. Donc, une définition morale, du même type que celle de l'Académie, plus une définition de droit d'empire, sur laquelle on va revenir. Donc, des définitions stables, alors, qui nous amènent à ce dictionnaire que j'ai pris un peu pour, voilà, comme référence, un dictionnaire très contemporain d'une politiste qui est un nom de référence sur les relations internationales, donc Marie-Claude Smoot, qui reprend la sécurité, et je pense qu'on est quand même bien dans le même mot, le même jeu de mots, la sécurité comme absence de menace. Première, la définition contemporaine, mais là, effectivement, avec un déplacement qui se ressent de toute une science politique qui, évidemment, n'a pas cours en tant que telle au XVIIIe siècle, l'idée qu'il y a en fait, d'une part, qu'il y aurait deux niveaux de sécurité. Une sécurité dite nationale, alors il y avait des nations à l'époque moderne, une sécurité dite nationale dont l'unité est l'État ou le territoire. Et donc, la sécurité nationale consiste à assurer la sécurité de l'État. Or, on a vu, nous, on n'avait pas d'État. On avait des commerçants, des boyards, des rebelles ou des habitants des frontières. Donc là, une sécurité nationale dont la sécurité et l'État, donc le propre de l'État ou de la souveraineté étatique, est liée donc à l'intégrité territoriale. Et puis une notion élargie comme construction sociale qui nous ramène un peu quand même dans le monde de Passarowitz, de cette manière, avec la sécurité économique comme accès aux ressources, accès au marché, la sécurité environnementale, ça ce serait plus anachronique. Et donc cette communauté politique et morale dépasserait, en fait, il serait un moyen de dépasser l'État-nation. Une problématique évidemment très contemporaine, mais on va le voir que ça n'est pas forcément inutile pour penser un peu plus ce qui se passe en fait à Passarowitz. Alors, c'est donc cette affaire alors d'une sécurité nationale qui peut en fait conduire au conflit par rapport à une sécurité de la communauté comme construction sociale. Ça renvoie en fait à une discussion que j'ai, pour finir, abandonnée là, concernant les traités de commerce, qui est l'idée que ces traités de commerce, au lieu d'assurer le doux commerce et la sécurité et la sûreté, au contraire, auraient été des outils de bellicité, de conflictualité. Au début, on proclame l'amitié et on conforte la paix par une entente commerciale, mais en fait, les libertés et tranquillité et sûreté ouverte n'ont pour effet que d'accroître en fait les rivalités économiques et commerciales. Donc, effectivement, quand on avait fait ce projet, donc auquel j'ai été assez étroitement associée, donc ce Politics of Commercial Treaty in the 18th Century, on était tous arrivés à cette idée, mais pas moi. Et là, effectivement, il y avait une anomalie impériale où finalement, je ne pouvais pas affirmer aussi péremptoirement que mes collègues spécialistes de tout plein de traités de commerce entre la France, l'Angleterre, l'Espagne, etc., que le traité de commerce de Passarowitz avait abouti à aggraver la conflictualité. Parce que concrètement, la conflictualité, en fait, il n'y en a plus après le traité de Passarowitz. Et c'est une grande réussite politique et commerciale sur laquelle donc, je vais un petit peu revenir. Alors, voilà, on est presque dans le… Alors, pour voir un peu le développement, donc à partir d'Utrecht, cette perspective réaliste qui voit non pas l'exercice du doux commerce, mais l'attraction voilà, et la bellicité. Donc, Kuhn Stapelbrook qui continue sur ces affaires-là, mais qui pense, et c'est bien là aussi l'intérêt, qui pense à partir de pensée, travail et réfléchit, à partir de la paix d'Utrecht, la paix monde. Passarowitz n'étant qu'une petite paix régionale, finalement, dans une Europe qu'on dit centrale. Bon. Alors, donc, si déjà, je pense qu'il y a quelques éléments, j'espère que je ne vais pas parler trop longtemps, non ? Il y a déjà quelques éléments de réflexion, non, je continue un peu le travail, en fait. Quelques éléments de réflexion dans ce que je viens de fournir, qui, en fait, déjà, mettre en valeur l'anomalie de ces traités de Passarowitz comme paix durable,
Alors, paix durable, donc, qui est à peine interrompue par donc paix politique, paix commerciale, à peine interrompue par la guerre russo-turque de 1735-39, à laquelle donc l'empereur est obligé de s'associer parce qu'il a un traité avec l'Empire russe. Et donc, il y va un peu à contre-cœur et ça se passe mal puisqu'une partie des territoires, en fait, récupérés lors de Passarowitz sont perdus. Donc, c'est la Voïvodine, enfin, c'est le nord, en fait, de Belgrade. Voilà. Donc, mais précisément, à la paix de Belgrade, on ne touche pas à l'acquis politique et commercial de Passarowitz. On s'entend juste sur toujours l'outil Posidetis, hein, et donc l'empereur recule un peu. En fait, le royaume de Hongrie qui revient donc à ses limites historiques. Alors, en fait, donc, moi, ce que je pense qu'ici, on peut effectivement s'interroger à la fois sur cet état contractant que, en particulier, Frédéric Gros, élève de Foucault, appelle état garant, qui voilà, contracte, mais c'est intéressant aussi, et c'est ce que je n'ai pas encore entamé, ne contracte pas pour un territoire, mais pour un ensemble extrêmement complexe qui est à la fois l'Empire et ses États héréditaires. Donc une communauté politique, morale, je ne sais pas, mais au moins une communauté politique. Qui d'ailleurs, et ça c'est aussi un aspect que j'avais développé dans cette politique des traités commerciaux, l'empereur, en fait, signe très peu de traités commerciaux, très rarement. En fait, il en signe, parce que donc, si on s'intéresse un peu aux traités de commerce, en fait, il y en a quelques-uns dans les années 1670-1680. Donc, les Anglais, les Hollandais commencent très tôt à signer des traités de commerce, les Espagnols après s'y mettent. Donc, l'empereur ne bouge pas. En fait, il se tient à la liberté et sûreté, déjà. Et là, il aurait fallu remonter au traité de Westphalie, qui est contenu dans le traité de Münster, qui est en fait celle de la circulation sur le Rhin. Le premier traité de commerce en fait signé par l'empereur, c'est celui de Passarowitz, qui est une anomalie aussi parce qu'il y a d'autres formes de contractualisation commerciale avec l'Empire ottoman. Et après, il signe quelques traités, mais ça devient de moins en moins clair et Dumont est un peu derrière. Signe-t-il encore comme empereur ou signe-t-il comme souverain des États héréditaires? Puisque donc l'empereur est le premier des États d'empire. Il est État d'empire parce qu'il est, donc avec une minuscule, parce qu'il est roi de Bohême. Il est, comme tous les princes allemands, il a des dominations et il forme avec ce corps germanique, dont je peux revenir dessus. Donc, le traité de commerce avec l'Espagne, qui d'ailleurs finit par échouer, ça n'est plus vraiment un traité impérial. En revanche, le traité des Barbaresques est aussi clairement un traité impérial, et ça, je développerai, donc un traité au nom du Saint-Empire. Et c'est pour ça d'ailleurs que le sultan l'appelle toujours empereur des Romains. On est bien dans la logique impériale. Alors, une Europe impériale, une Europe de Passarowitz, une Europe, donc une Méditerranée impériale, ce sont les termes que je vais employer, qui nous oblige à nous interroger sur l'État et la communauté politique et à voir comment cet État garant ne se transforme pas en État cynique ou de surveillance, hein, le grand État, le grand géant hobbésien. Alors, là, j'ai commencé à m'engager dans la piste foucaldienne pour, effectivement, à partir, alors pas Foucault, mais à partir de Frédéric Gros, donc c'est un livre, je ne sais pas si vous l'avez lisé, certains s'en sont servis. Là, j'arrive un peu, s'il y a déjà eu tout un séminaire, une autre science, d'autres sciences sociales. Donc, celui-ci, en fait, est assez bien représenté, parce qu'il est commode, donc en 200 pages, il y a une réflexion brillante sur le principe sécurité. Donc alors Frédéric Gros, pas n'importe qui, c'est un des élèves favoris de Michel Foucault. Et donc, ce qui m'a en fait, d'abord, je me suis instruite sur la sécurité, et puis ensuite, ce qui m'a intéressée derrière, c'était le compte-rendu par Blaise Baroffen, qui est un professeur de philosophie de Paris. Donc, la sécurité, toute une histoire, où en fait, il critique ce livre en disant, en fait, on a des fonctions de la sécurité, pas des définitions de la sécurité, on a des fonctions de l'État, et ça ne communique pas.
C'est-à-dire qu'on a un État garant, un État de surveillance, voilà, et ça ne communique pas. Et moi, je cherche à faire communiquer les choses, puisque j'ai bien quand même un État territorial, qui voilà, sont les États héréditaires, et puis une communauté politique au-dessus. Donc, j'avais envie de savoir qui surveille qui contrôle qui, enfin, voilà. Alors, alors d'autant plus que cette sécurité ou cet État, il utilise, enfin, incarné par l'étaticité d'empire, pour prendre un mot qu'aiment bien ceux qui étudient Saint-Empire, il s'appuie bien sur les trois grandes figures, hein, le juge, le soldat et le policier. Hein, puisque voilà, il y a beaucoup, en particulier à la frontière, pour faire respecter Passarowitz, ces trois figures sont éminemment actives. Alors, voilà. Mais Barofan faisait remarquer donc que ça ne fonctionne pas, qu'on ne comprend pas pourquoi d'un côté on a un État garant, de l'autre un État cynique. En fait, en relisant Foucault, il faut toujours aller au maître et pas à ses élèves. Donc le Foucault de sécurité, territoire et population de 2004, en fait, tout le début du livre est sur la sécurité. Et là, moi, j'ai commencé à me dire qu'on pouvait faire quelque chose à cette phrase, page 13, limite du territoire, corps des individus, ensemble d'une population, bon, oui, mais ce n'est pas ça, et je ne crois pas que ça colle. Ça ne colle pas, d'abord parce que le problème de la multiplicité est un problème que l'on rencontre déjà à propos de la souveraineté et de la discipline. Donc, un État multiple, une souveraineté complexe, évidemment, c'est ce qui produit ces trois documents, ou au moins ces deux documents, parfaitement anomaliques, en fait, dans la pratique du droit des gens, du temps, alors pas par le lexique, mais par les effets recherchés et les acteurs. Alors là, je vais peut-être quitter ces circonlocutions à travers la sécurité pour, voilà. Donc je pense que moi, du coup, alors, je vais être très honnête, Foucault je suis là pour parler en historienne, Foucault m'a plutôt confirmé dans ce que je voulais faire, c'est-à-dire j'avais eu d'abord des doutes pour savoir qui signe quoi au nom de qui à Passarowitz. Ensuite, ça c'est grâce à Frédéric Gros, attiré par la différence de définition de la sécurité entre le dictionnaire français et le dictionnaire, qui est pourtant très prussien, hein, puisque Zedler est un savant en fait, de l'Académie de Berlin. Et finalement, le fait que la multiplicité, pour un philosophe que moi j'ai toujours associé à l'unicité, à la discipline, etc., voilà, ce sont en fait les petites lumières qui se sont allumées pour construire donc une relecture finalement de cette œuvre. Alors, pour constater d'abord que donc la sécurité n'est pas du tout traitée au même niveau donc, que dans les traités d'Utrecht. Alors là, j'ai pour étayer donc la paix d'Utrecht, donc c'est la paix, c'est celle sur laquelle, alors là, il y a des rayonnages entiers. C'est la grande paix, peut-être pour tous ceux, je sais pas, peut-être qu'il faut préciser un peu ce que c'est. Donc 1713, c'est la fin de la guerre de succession d'Espagne, c'est une guerre déjà qui a associé beaucoup d'États, pas l'Empire ottoman, qui a été très meurtrière, probablement 1 million d'engagés de soldats. Enfin, c'est vraiment un conflit de grande échelle et de haute intensité, pour parler comme certains, et le premier du genre, hein, puisqu'avant, la guerre de 30 ans, c'est beaucoup moins de soldats et beaucoup de destruction humaine, de vie, mais pas forcément beaucoup d'engagement militaire. Donc la guerre de succession d'Espagne, c'est vraiment donc un monde nouveau. C'est aussi un monde qui oppose désormais des puissances coloniales et qui veulent le devenir. Et donc, c'est une guerre aussi qui est conduite sur mer, et Utrecht, donc, règle tout ça. Alors, c'est vrai que, donc, du coup, si vous voulez avoir le dernier état de la paix d'Utrecht, en fait, voilà, pardon. C'est le volume en fait publié par Lucien Belli, qui a fait une belle mise au point sur vraiment ces enjeux mondes de la paix d'Utrecht de 1713. Et en fait, par exemple, Lucien Belli, qui est
référence en histoire des relations internationales donc à Paris, puis ailleurs aussi, enfin, une très grande aura, ne dit quasiment rien dans son manuel des relations internationales sur la paix de Passarowitz. Donc c'est vraiment comme s'il n'y avait rien à voir à Passarowitz, c'est tout à voir à Utrecht. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir à Utrecht en termes de sécurité? Eh bien, il y a bien sûr la définition classique et importante, ce qui est l'évidence pour tous ceux qui font de l'histoire des relations internationales au XVIIIe siècle, la notion d'équilibre. Donc, le bien universel et le repos de l'Europe, là, on est à l'échelle en fait des États, et la paix sert à assurer la tranquillité des États. La sécurité, elle est bien ici étatique, nationale en quelque sorte, puisque c'est donc une sécurité d'État à État. Donc, il n'y a pas un mot dans cette paix sur les acteurs, les commerçants, les boyards, voire les rebelles, comme dans la paix de Passarowitz. Ce qui donnerait peut-être l'impression, effectivement, que cette paix, donc c'est un extrait du traité roi d'Espagne Grande-Bretagne. Je vais faire la même démonstration sur France-Grande-Bretagne. Donc, Utrecht serait une paix monde, quand la paix de Passarowitz ne serait qu'une paix régionale, et donc Utrecht construirait, alors là, à voir, il faudrait reprendre toute la littérature, est-ce qu'Utrecht construit une sécurité étatique, une idée de sécurité entre États? Ça, voilà. Mais c'est le sujet que moi, je ne suivrai pas, puisque la paix de Passarowitz, dans sa version politique et dans sa version commerciale, est d'abord une paix du commerce. Vous aurez noté que les mots apparaissent. En fait, le traité de commerce ne fait que développer l'article consacré aux marchands dans le traité de Passarowitz. Alors, il y a aussi, quand même, quand on parle de paix monde, quelque chose que beaucoup oublient, c'est que, comme à Westphalie, à Utrecht, l'Empire ottoman est absent. Donc, c'est un peu comme les circulations internationales en Europe, question de concours à Paris il y a quelques années, où on n'avait pas réfléchi qu'une large partie de l'Europe était quand même ottomane. Circulation ottomane, circulation en Europe, c'était pas avec l'Europe, il n'y avait pas l'Empire ottoman, c'était précisé, sans l'Empire ottoman. Ben oui, mais ça fait quand même un gros bout de l'Europe qui était exclu. Et donc, l'Empire ottoman est absent de ce règlement autre, absent de ce règlement monde, pardon, parce que, en fait, l'Empire ottoman entretient d'autres types de relations. Donc, je ne sais pas si j'ouvre ici des portes ouvertes. D'ailleurs, je précise que le traité de Passarowitz, j'aurais pu commencer par là, a un bout d'histoire polonaise, puisque le dernier alinéa, qui n'est pas un article, précise qu'il a été proposé au roi de Pologne et royaume de Pologne d'adhérer au traité, mais que le roi de Pologne a fait savoir qu'il avait d'autres manières de traiter avec le sultan. Voilà. Et donc, cette autre manière de traiter avec le sultan, alors pour la Pologne, je ne suis pas très au courant, mais pour la France, l'Angleterre et les Provinces-Unies, c'était très clair. On signait depuis le XVIe siècle des capitulations, c'est-à-dire des accords commerciaux octroyés par le sultan, renouvelés à chaque règne et éventuellement soumis à tribut. Et l'empereur était en fait largement resté en dehors de ce système jusqu'au traité de Karlowitz avec un C, donc C-A-R-L-O-W-I-T-Z, de 1699, sur lequel je vais dire un mot. Mais avant, je vais donc repasser par la bibliographie, donc pas celle-là, mais voilà. Donc, dire que la relation avec l'Empire ottoman, donc, si elle est entrée dans l'histoire des relations internationales, c'est occidental, c'est récent. C'est surtout donc le grand livre de Christian Windler, La diplomatie comme expérience de l'autre, donc sur Denoy, ce consul français de Tunis, donc dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, tous les petits arrangements du consul avec le pouvoir, le bey de Tunis, les cadeaux, les informations, les tasses de thé, et puis de temps en temps quelques frictions. Donc un très beau livre qui effectivement ramenait les relations internationales à des interactions entre acteurs, et aussi donc sur le modèle, puisqu'on a affaire aussi de l'histoire et des sciences sociales, sur le modèle des interactions de groupe, Frédéric Barthes, on se définit soi-même par la traitant et en se différenciant de l'autre. Et puis donc encore plus récemment, alors je mets ce livre, mais voilà, il n'est pas tout seul sur le champ, La mer jalousée, contribution à l'histoire de la souveraineté, Guillaume Calafa,
qui allait plus loin que l'interculturalité de façon Christophe Windler, pour au contraire insister sur le fait que c'est le droit, les consuls, que c'est la jurisprudence de terrain en quelque sorte qui contribue à fabriquer la relation politique, voire diplomatique, donc entre les États européens et le sultan. Alors, là, encore une fois, une histoire qui met dehors, à vrai dire, un peu l'Empire ottoman, puisque ça reste quand même très, très occidental. Et puis Tunis, si j'ai le temps, je dirai encore un mot, ce n'est pas tout à fait l'Empire ottoman, c'est dans l'Empire ottoman, mais avec beaucoup de distance. Et puis, une histoire qui ne fait rien avec l'empereur, parce que l'empereur est un autre type de puissance. Alors, le traité de Karlowitz, c'est en fait donc le premier traité qui n'est pas une trêve, qui est un vrai traité, entre l'empereur et le sultan, 1699, qui est un traité également pour 24 années lunaires. Et donc, le traité de Passarowitz, le traité politique de Passarowitz, regrette plutôt demande à signer une nouvelle paix parce que la guerre a interrompu malencontreusement un traité qui n'était pas arrivé à son terme. Donc, Passarowitz, c'est clairement le renouvellement de Karlowitz, et on va effectivement, du point de vue de la liberté et de la sûreté, en fait, ce qui est quand même nouveau, c'est que voilà, les groupes, les marchands impériaux peuvent aller dans l'Empire ottoman, mais les Ottomans peuvent aussi venir dans l'Empire. Il y a davantage de réciprocité entre Karlowitz et Passarowitz, mais l'idée, c'est bien aussi toujours de garantir par un traité politique la sûreté des marchands. Alors, le traité de Karlowitz a été donc rompu par la guerre de 1716 à 1718, où l'empereur a accepté d'apporter son soutien à Venise. En fait, il a surtout profité de l'affaiblissement de Venise pour venir opportunément au secours de Venise et finalement achever de pouvoir se mettre à égal avec le sultan. Et Passarowitz, c'est bien le premier traité d'égal à égal entre l'empereur et le sultan. Et Testa, de façon très intéressante, qui est un fonctionnaire ottoman qui a travaillé dans une chancellerie européenne, je ne sais plus trop laquelle, je crois que c'est en Italie, Testa invente une catégorie, le traité de trêve. Ça n'est plus une trêve, c'est encore un traité limité de 24 années lunaires, mais c'est donc un traité de trêve. Donc, un traité entre... donc, ce n'est pas tout à fait le système westphalien, mais ça n'est plus une capitulation, ça va plus loin. Donc, on a ici quelque chose qui est bien de souveraineté à souveraineté, qui a une forme d'interétaticité, hein, et on n'est pas ici si loin du trait. Et donc, on donne bien quand même une sécurité, on ne donne pas une sécurité qu'aux marchands, c'est un peu plus qu'aux marchands. Hein, voilà. Mais ce n'est pas effectivement le même niveau qu'Utrecht. Alors, encore autre différence, et c'est là je voulais entrer dans le dur du Saint-Empire. Alors, peut-être commencer par cette carte-là. Donc, l'empereur qui signe la paix de Passarowitz, c'est donc un empereur, alors pas si triomphant que ça, parce que Charles VI, c'est le fils cadet donc, de l'empereur Léopold, le grand ennemi de Louis XIV. C'est celui en fait qui aurait dû devenir roi des Espagnes et qui a été formé, et c'est aussi un trait important de la période, c'est en fait un jeune homme qui a passé 5 ans à Barcelone, entre 1707 et 1711, 4-5 ans, à Barcelone, où il est en fait entré avec les milieux négociants. C'est le royaume de Valence, c'est ceux qui faisaient en fait le commerce méditerranéen. Et en fait, Charles VI est rentré à Vienne avec une très belle bibliothèque d'arbitristes, hein, de ces économistes espagnols qui réfléchissaient à la décadence en fait, de l'Empire espagnol. Donc, il aurait dû devenir roi des Espagnes, ça ne s'est pas fait, puisque pour des raisons d'équilibre, c'est ce qu'on vous exposait dans l'autre article, on a découpé le patrimoine espagnol entre la France et l'empereur, et donc il n'est entré en possession finalement que des Pays-Bas, donc les provinces du Sud, celles qui étaient restées catholiques,
Et donc, de l'État de Milan et de Naples et de la Sicile. Alors, ce n'est pas exactement au traité d'Utrecht, mais il y a eu une petite guerre avec l'Espagne en 1720, c'est bouclé, parce qu'au départ, c'était la Sardaigne et Naples. Et c'était plus intéressant d'avoir Naples et Palerme et la Sicile, donc on s'est arrangé en 1720, pour le coup avec l'appui des Anglais et des Français. Et donc, il a en fait récupéré une partie de l'héritage aragonais, pas Valence et Barcelone, mais l'héritage aragonais d'Italie. Et évidemment, la paix de Passarowitz permet en fait de tracer un trait orange épais et de bien passer en jaune ce royaume qui était en fait sous domination, le royaume de Hongrie, qui était sous domination ottomane donc depuis 1530, 1526 et 1530, qui a été conquis à cette occasion. Donc, en fait, avant Utrecht et Passarowitz, les États héréditaires de l'empereur, c'est la Bohême, les États autrichiens avec Trieste et l'héritage en fait, de l'Autriche antérieure, venu donc du patrimoine suisse, puisque la famille est originaire, donc Habsbourg est originaire d'Argovie. Donc on voit ici, en dépit de l'échec d'Utrecht, qu'il y a effectivement une dilatation de la puissance. Après, cette carte, c'est un discours idéologique qui fabrique une monarchie d'Autriche, un empire d'Autriche, ce qui est parfaitement anachronique, une Europe autrichienne, parce qu'on laisse de côté la France, mais qui n'existe pas, parce que c'est bien sûr une monarchie composite, avec des États héréditaires, donc la Bohême, l'Autriche et la Hongrie désormais, depuis 1685, et un patrimoine qui a été accordé par traité, donc qui est solide, qui est garanti par l'Angleterre et la France, les Pays-Bas, Naples et la Sicile, bon, qui vont quand même être perdus issus de la guerre de succession de Pologne. Donc, cet empereur, il est d'abord, à ce titre, parce qu'il est roi de Bohême, parce qu'il est archiduc d'Autriche, il est État d'empire, avec une minuscule. Ce sont ses États héréditaires. Mais comme un certain nombre d'États d'empire, il a des possessions en dehors du Saint-Empire. Pas Milan. Milan est dans le Saint-Empire. De même, Milan est un fief d'empire. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a d'abord mis que Charles VI a commencé à conquérir Milan avant Utrecht. Donc Trieste, par exemple, qui se trouve donc, tout au fond de son golfe, est bien dans le Saint-Empire. Trieste est une ville d'empire, de même que Fiume, Rijeka. Donc voilà, on est aux limites là, du Saint-Empire, ce sont des fiefs d'empire. En revanche, Naples et la Sicile et le royaume de Hongrie donc, sont des royaumes qui s'ajoutent à l'empire. Alors, c'est une des difficultés, d'ailleurs, que doit traiter la paix, puisque la sécurité ou la sûreté et tranquillité, elle est donnée à la fois au sujet de l'empereur et à ses sujets de ses autres dominations. Donc, effectivement, il y a tout au long du XVIIIe siècle une ambiguïté dans ces traités où l'empereur parle pour l'Empire et parle pour lui-même, quelque sorte, pour ses États. Alors, l'Empire, évidemment, parler pour l'Empire, c'est un peu compliqué, c'est ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, c'est parler pour 300 principautés, réunies donc depuis 1662 dans une diète désormais perpétuelle à Ratisbonne, qui, donc, de concert avec l'empereur, fait la paix et la guerre. Ça veut dire que tout traité ratifié par l'empereur doit être accepté par la diète et par la représentation des 300 États d'empire à Ratisbonne. D'où, effectivement, une capacité de négociation, de manœuvre extrêmement réduite et finalement, de rares fois où les intérêts des uns et des autres congruent. Là, il y a unanimité. Et il y a même des États d'empire un peu distants qui, de temps en temps, ne se disent pas d'empire et qui, de temps en temps, se redisent d'empire. Hambourg, par exemple. Hambourg est ville libre d'empire depuis 1706. On a l'impression qu'Hambourg, de toute éternité, est un grand port du Saint-Empire. Eh bien non, Hambourg n'a reçu le titre de ville libre d'empire, donc directement dépendante de l'empereur qu'en 1706. Et Hambourg, évidemment, est un des plus fervents soutiens des paix de Passarowitz, car les négociants de Hambourg, en fait, vont se servir de Trieste et de Passarowitz pour commercer massivement en Méditerranée orientale. Alors, du point de vue du sultan, donc c'est bien l'empereur des Romains de la Roumélie. Pour le sultan, c'est facile, c'est la Roumélie, c'est tout ce qui est en fait à l'ouest, donc la Hongrie et le reste. Et d'ailleurs, les Hongrois disent toujours l'Empire. C'est pareil, aujourd'hui, les historiens hongrois disent la Hongrie et l'Empire.
Mais pour les impériaux, c'est plus compliqué. C'est ce qu'on fait avec les Hongrois, ce qu'on fait avec les… Voilà. Bon, et donc, il y a bien dans cette sécurité et sûreté, je n'ai pas oublié mon sujet, une fonction de territorialité, de définition de ce qu'est la souveraineté et de ce qu'est l'identité politique de ces territoires. Et j'ai apporté alors un document, j'étais assez contente d'avoir trouvé ça récemment, dans un lieu complètement improbable. Voilà. Bon. Alors, c'est un petit bout d'un certificat qui est dressé par un bourgmestre d'Ostende. Donc, Ostende, c'est le principal port des Pays-Bas du Sud. Pays-Bas du Sud qui se disent un peu en empire, mais plus vraiment en empire. Ça fait partie aussi de ces zones un peu compliquées. Et en fait, il s'agit d'un litige. Les Français ou les Anglais, je ne sais plus lesquels, ont arraisonné de un bateau, enfin même 3 capitaines, et les tiennent prisonniers en disant qu'ils sont d'Ostende et qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. Et eux disent que si, parce qu'ils sont catholiques, nés à Ostende, et qu'ils portent le pavillon de Sa Majesté impériale, et qu'à ce titre, ils sont sujets de l'empereur. Donc il y a une définition non seulement de la souveraineté, c'est qui signe au nom de qui, mais qui est sujet de qui. Et là, on arrive quand même à des définitions du territoire qui vont un peu au-delà de la juridiction du territoire. Alors, donc, l'empereur, en fait, gagne dans le traité de Passarowitz à une définition donc plus claire de la sujétion impériale. Donc, ce sont des sujets allemands auxquels s'adjoignent ceux de Hongrie, ceux des Pays-Bas et ceux d'Italie. Et ceux d'Allemagne, en fait, donc toujours les acteurs, là, on est à nouveau plus au niveau des États. Alors, Hambourg, c'est une ville-État, mais on est toujours, ce sont les acteurs qui revendiquent aussi. Donc, on est aussi dans une forme de communauté politique plus que d'un territoire. Donc, ici, ces traités de Passarowitz, en fait, font apparaître donc une double définition de la sécurité, associée donc au parcours sûr, je vais y venir tout de suite, une capacité d'action impériale, donc supra-territoriale, et un échelon territorial. Et d'ailleurs, la version allemande parle bien de Landesobrigkeit, c'est-à-dire de l'autorité du territoire. Et donc, quand l'empereur se sert de Passarowitz à Trieste, là, il est en fait dans sa qualité de souverain territorial. Alors, en fait, cette paix de Passarowitz, pour moi, et c'est un peu en lisant, en réfléchissant en fait à l'État, à la souveraineté, via les actions de l'État, via cette sécurité, ce n'était pas aussi clair. En fait, c'est un déclencheur en quelque sorte. En fait, on arrive à l'idée que c'est vraiment une paix d'empire écrite dans le vocabulaire du droit d'empire, puisqu'en fait, pour aussi bien d'ailleurs qu'il s'agisse des commerçants, qu'il s'agisse des boyards, qu'il s'agisse des rebelles ou de leurs voisins, on est toujours dans la catégorie en fait du Sicherheitsgeleit. C'est encore un autre mot pour quelque chose qui est de la sécurité, qui est en fait la capacité à circuler. Alors, je ne sais plus, il ne veut plus. La souris peut-être assez. Ah voilà, c'est parce qu'en fait, il fallait changer. Je ne sais pas, il a changé. Voilà. Le Sicherheitsgeleit, donc c'est le fait de pouvoir être conduit de manière sûre. Évidemment, quand on a regardé cette structure, c'est éminemment important. Donc l'empereur est d'abord celui qui, dans cet espace donc, du Saint-Empire, garantit le Sicherheitsgeleit, et donc la définition de la sécurité, sûreté du dictionnaire de Zedler traite en fait dans la deuxième partie de la définition uniquement du Sicherheitsgeleit, donc de cette conduite de sûreté qui permet donc d'aller et venir, de porter ses marchandises, de circuler avec ses biens. Et donc l'Empire, alors l'Empire, c'est une communauté politique qui a en fait une majesté, l'empereur, qui fait la paix et la guerre, mais donc qui est tissé de souveraineté limitée, donc tous ces princes et leur domination, qui sont en fait reliés à des revenus, le caméral. Et en fait, l'Empire a pour fonction d'abord d'assurer la paix entre ces gens avant de faire la paix avec le sultan. Et la paix de Passarowitz, en fait, à mon avis, étant des pratiques de paix
impériale à la relation avec l'Empire ottoman. C'est pour ça que ça n'emprunte pas les mots ni totalement l'itinéraire de la capitulation et du traité politique. C'est éminemment impérial. Alors là, en fait, c'est surtout la version allemande parce que là, on a les mots, donc l'article de Zedler et puis la version allemande du traité. Donc, en fait, le Saint-Empire donc, assure la paix de religion, il assure la paix entre les États d'empire avec les justices d'empire, et là, il assure la libre circulation des marchands impériaux dans l'Empire ottoman, mais aussi des sujets ottomans qui sont en fait protégés de l'empereur dans l'Empire. Et donc, tout se greffe et s'accroche à cette sécurité de circulation, Sicherheitsgelegenheit, qui est donc un élément du droit d'empire. Alors, cette sécurité-là, d'une certaine manière, elle n'est pas conflictuelle. Au contraire, parce qu'elle a plani. Alors, en revanche, il y a bien des litiges qui sont traités au niveau territorial. Et grâce à András Orosz, on a maintenant aux archives d'État à Vienne la numérisation des actes de la Chambre des comptes viennoise. Et là, il y a des entrées. En fait, il y a un index Passarowicz. Passarowicz. Donc, alors, le problème, c'est les 3%. Donc là, c'est la Chambre des comptes de Vienne, donc qui traite pour la Hongrie et l'Autriche, ce n'est pas pour tout le Saint-Empire, juste pour la Hongrie et l'Autriche, mais c'est là que passent les marchands ottomans, et qui règle en fait assez directement et presque brutalement ceux qui enfreignent les 3%. Parce que donc, ce n'est pas une totale liberté de commerce, il faut payer 3% à l'entrée de l'Empire ottoman ou à l'entrée donc de la Roumélie, et ceux qui contreviennent aux 3% sont présentés comme des cas. Et il s'agit donc de faire respecter, alors peut-être entre-t-on là dans ces dispositifs de sécurité dont parle Foucault, mais on y entre et précisément à l'échelle territoriale et pas à l'échelle impériale. Alors en fait, donc, il faut reprendre donc l'échelle territoriale pour retrouver et poursuivre donc la réflexion, non pas sur la multiplicité des souverainetés, mais sur les techniques de sécurité. Protection aussi. Et de protection. Voilà. Et donc, voilà. Donc en fait, j'étais arrivée à Trieste. Donc, Trieste, en fait, donc très rapidement, c'est typiquement de l'ordre des techniques de sécurité qui découlent de l'État garant. Si on veut entrer dans ce lexique. Donc, Trieste, c'est 2 ordonnances de Port-Franc. Donc, du coup, je ne les ai pas reproduites, donc ça tombe bien, on va gagner du temps. Donc peut-être juste une carte. Là. Donc Trieste, en fait, c'est Trieste et Rijeka. Ils sont toujours traités ensemble parce qu'il s'agit en fait d'exclure les Zrinski, donc qui tenaient en fait toute la côte et aussi le karst derrière Trieste et Rijeka. Donc 2 ordonnances de Port-Franc dont l'esprit et les techniques de sécurité, si on prend ce lexique, diffèrent considérablement. 1717, en fait, c'est une région qui va du point rouge, qui est Vinodol, pratiquement jusqu'à Graz. Donc, vous voyez, voilà, c'est une région dans laquelle l'empereur appelle en fait à tous ceux qui veulent à venir s'installer sûrement et à jouir de la tranquillité et de la sûreté. Ce n'est pas un port franc, en fait, c'est un espace franc. Et puis, alors là, il s'agit de faire venir en fait les gens. Et donc ça, c'est un petit peu ce que je suis en train de travailler. En 1700, donc entre les deux, il y a la négociation de Passarowicz. Et en 1719, on revient à la ville Port-Franc, Chita, un peu englobée dans un espace un petit peu plus large, qui va être le canal, et le Grand Canal et le Borgo Teresiano. Et là, immédiatement, on installe donc des franchises pour ceux qui viennent s'installer dans le port, mais aussi un lazaret, mais aussi donc un dispositif de surveillance. Donc, on a l'impression qu'il y a 2 manières de voir les choses, donc quelque chose qui est beaucoup plus dans le flux et le Sicherheitsgelegenheit, bon là je suis peut-être un peu dans l'hypothèse, il faudrait travailler davantage, et puis quelque chose au contraire qui s'inspire très directement d'autres expériences de Port-Franc, même si, n'en déplaise à Guillaume Calafa, les ordonnances livornines ne parlent nulle part de Port-Franc, en revanche là, 1719 et 1717 aussi d'ailleurs, le terme immédiat. Voilà, donc des dispositifs de sécurité qui définissent donc des cycles d'abondance, de rareté, de cherté, qui touchent à la gestion des populations. On a les épidémies, on a tout l'appareil foucaldien, mais qui concernent donc des intérêts des groupes à l'échelle territoriale et qui ne permettent pas d'expliquer donc cette autre grande sécurité qui est une forme de communauté politique qui voilà
résulte d'une multiplicité de la souveraineté, mais à mon avis échappe aux analyses foucaldiennes qui jusqu'ici d'ailleurs ne m'ont jamais vraiment retenue. Donc voilà, donc j'ai fait un effort ce soir. Ça a poussé la réflexion. Voilà, c'est ça. Pourquoi je ne m'en servais pas en fait. Voilà. Et je pense que là, je vois où je peux m'en servir et où je n'ai pas à m'en servir. Donc, pour moi, le résultat de ma présentation ce soir. Merci beaucoup de cette présentation. Je pense qu'effectivement, tu vas aborder des thèmes intéressants qui montrent un petit peu justement comment le concept de sécurité peut être examiné à travers le prisme des pouvoirs, en fait, des pouvoirs à différentes échelles, et comment est-ce que ça impacte finalement à la fois et la définition et la négociation et son application finalement. C'est là-dessus. Donc, moi, j'aurais quelques questions, mais peut-être vous, si quelqu'un veut prendre la parole pour commencer sur les thèmes liés directement à la sécurité, plus sur le Saint-Empire, si vous voulez. Christine est une très bonne spécialiste du Saint-Empire. S'il y a des questions que vous avez toujours voulu savoir sur le Saint-Empire, c'est l'occasion. Je ne sais pas si je peux répondre. J'aime bien ce document-là. C'est un très beau document. J'ai une question concernant l'Empire ottoman. Oui. Avez-vous l'impression que l'Empire ottoman est perçu comme le danger ou comme le partenaire quant au traité? En fait, largement comme un partenaire. Un danger, il ne l'est plus. Enfin, il l'est militairement, mais il ne l'est plus à ce moment-là. Il l'est encore dans les années 1680. Mais ensuite, la domination militaire. C'est Karlovac voilà, qui bloque. Voilà. Et en tout cas, après Karlovice, il y a présence continue d'un internonce, donc d'un ambassadeur. Et d'ailleurs, ce sont ceux qui négocient les traités de Passarowitz et qui, en fait, le traité de Passarowitz, alors c'est la version allemande aussi, évoque le commerce universel, parce qu'il y a un enjeu, parce qu'il y a un enjeu monarchique, qui est bien de faire circuler le commerce entre les pays de la monarchie. Et donc, ils sont bien présents, envoyés par le prince Eugène, qui est un homme savoyard, hein, qui est un prince du sang de Turin. Donc, il y a une vision méditerranéenne, une vision commerciale qui est développée à Istanbul, Constantinople, dès les années 1707-1708. Et donc, non, l'Empire ottoman est un marché, pas un ennemi. Et encore moins un ennemi parce que, par exemple, le prince Eugène collectionne énormément la magnifique collection, les ottomanistes en fait, de Vienne vivent de la collection du prince Eugène. C'est vrai qu'en même temps, ce qui est étonnant, c'est qu'au XVIIIe siècle, si on me permettez, juste dans ce sens-là, il y a une forme d'institutionnalisation de la frontière militaire qui se maintient. Donc, en même temps, c'est ça qui est étonnant, parce qu'il y a quand même un discours militaire qui est là, mais même si... alors parce que c'est de la gestion de police, pour le coup. Oui, non, c'est ça. C'est les groupes des frontières qui sont un peu embêtants, mais ça n'est pas l'adversaire. Après, ça ne veut pas dire que l'Empire ottoman est une puissance qui peut, à un moment ou à un autre, effectivement, rompre la sécurité. Mais ça n'est pas un ennemi, pas plus que la Prusse ou la France ou l'Angleterre. Donc, était-il un pays qui ressentait de la réticence pour l'Empire ottoman parce que quelle était la raison pour laquelle parce qu'il y avait un traité dans lequel l'Empire ottoman n'était pas prend en oui, c'est-à-dire que ni au traité de Westphalie, ni au traité d'Utrecht, l'Empire ottoman n'est invité. Mais parce qu'en fait, c'est bien, il suffit de regarder une carte, c'est Venise et l'empereur qui se coltinent en quelque sorte l'Empire ottoman. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce que coltiner, enfin, c'est eux qui ont affaire à l'Empire ottoman. Ils sont sur la frontière. Ils sont sur la frontière. Et donc, en fait, l'Empire ottoman n'a pas interagi dans la succession d'Espagne, il n'a pas interagi non plus dans la guerre allemande. Donc les pays se sont concentrés sur les problèmes de... En fait, Westphalie et Utrecht règlent les problèmes du moment. Ce que j'ai stigmatisé, en fait, c'est moins le caractère
ces paix, qui n'avaient aucune raison, de ces congrès qui n'avaient aucune raison d'inviter l'Empire ottoman, parce qu'il n'était pas, de fait, c'était un des rares acteurs qui n'avait pas été concerné, mais c'est plutôt l'écriture des relations internationales qui en fait des moments clés pour le monde, voilà, parce qu'avant c'était l'Europe, maintenant c'est le monde. Mais pas tout, voilà, c'est plutôt là le problème. C'est moins, il n'y a pas de raison au traité de Westphalie, il n'y a pas de raison au traité d'Utrecht d'inviter l'Empire ottoman, mais dans une histoire des relations internationales, il n'y a pas de raison de ne pas mentionner la paix de Passarowitz après la paix d'Utrecht. De même qu'il n'y a pas de raison d'ignorer le traité du Nord, qui est aussi réduit. C'est un problème de focale d'une certaine écriture anglaise et française, et italienne aussi. Alors, je suppose qu'ici, vous l'écrivez autrement, mais moi, j'ai consulté les manuels en italien, en français, en espagnol, enfin, et en anglais. Là, tout le monde est d'accord. Donc, tout se passe à Westphalie, tout se passe à Utrecht, après le relais américain avec le système westphalien. Bon. C'est plus un effet d'écriture de l'histoire que de manque. Ce n'est pas les gens qui se sont réunis à Utrecht ou à Westphalie qui ont fait une mauvaise manière tout le temps. C'est la focale en fait, historiographique depuis la France, depuis le monde anglo-saxon, tout ça. Beaucoup de monde anglo-saxon. Et hispanique aussi. Occidentalisme. Après, je ne sais pas si vous aimez ce mot. On considère que le Saint-Empire n'est pas dans l'Occident. Croire que non. C'est à l'ouest du Rhin. L'Occident est tout petit. Ah non, il y a dans les mers. Vous avez d'autres questions? Moi, j'ai une question en plus. Concernant les traités avec l'Empire ottoman, parce que vous avez dit qu'il était traduit en latin, en deux versions. Non, il est rédigé en latin et rédigé en ottoman. Mais ce n'est pas le même texte. En fait, avec le sultan, c'est toujours comme ça. Il y a un traité qui est ratifié par le prince européen et qui est signé du représentant du sultan. Et le sultan fait un firmament, son diplôme, dans lequel il fait sa paix. Dans la langue ottomane. Et donc, aucune copie de ce document ne circule en dehors de l'Empire ottoman, en fait. Les copies qui se trouvent à Londres sont des copies diplomatiques, en fait, des collections d'autographes qui ont circulé. Donc, il y a actuellement l'unique version du traité de commerce de Passarowitz en ottoman, elle se trouve à Oxford. Mais c'est le hasard des collections des ottomanistes du XIXe siècle qui ont fait circuler des copies. Mais alors, apparemment, l'original n'est pas trouvable à Istanbul. Et donc, à Vienne, ils ont à Karlowitz, ils ont une copie du firmament, mais pas pour Passarowitz. Et je m'en demandais aussi, je me permets du coup, parce que vous n'avez pas de questions pour l'instant, si justement, qu'est-ce que tu penses du fait, je ne suis pas du tout spécialiste, comme c'est de l'Empire ottoman, mais moi, d'après ce que je sais, en tout cas, dans le système juridique ottoman et dans la vision étatique ottomane, justement, l'une des spécificités par rapport au monde occidental, c'est que l'Empire ottoman, il ne reconnaît pas d'entité juridique aux institutions. Par exemple, il ne parle pas d'église, mais il parle de patriarches qui représentent ses fidèles, etc. Donc, je me demandais, donc du coup, on peut dire que finalement, c'est un État qui est ultra privatisé, si on compare, par exemple, au monde occidental, de l'Europe centrale, si le Saint-Empire échappe. Et je me demandais, c'est peut-être si ça ne marche pas mieux finalement avec l'empereur, parce qu'il y a une sorte de conception de suzeraineté qui est un peu plus proche que par exemple avec le roi de France, puisque c'est vrai que le roi de France, c'est une autre conception du pouvoir, c'est une autre conception du territoire. Et donc là, au roi de France, on va accorder des formes de privilèges sur la forme de capitulation, et puis à l'empereur, on va faire des... Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que si on considère que c'est deux souverains, ou deux suzerains même, qui traitent entre eux, est-ce qu'on peut dire que finalement, une paix qu'on passe sur vite, c'est une sorte de contrat privé, à ton avis? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Privé, je ne sais pas. Non, parce qu'en fait, le droit d'empire est quand même... Oui, c'est quoi, il y a quand même la représentation et puis il y a la diète. Il y a la diète, c'est pas une affaire privée. Alors, mais moi, je pense que là, j'ai pas eu le temps, mais j'en avais pas mesuré non plus l'enjeu, c'est en essayant
parce qu'il y a non seulement un enjeu lexical autour de sécurité, sûreté, etc., mais il y a un enjeu de traduction, parce qu'en fait, Testa, voilà, je fais des choix qui ont des relents ottomanistes, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il traduit des mots, faut reprendre le latin. En fait, il faudrait reprendre les traductions aussi pour voir comment… et donc, l'empereur des Romains, ça n'a pas le même sens dans Testa que quand c'est en allemand avec le titre officiel. Il y a des jeux comme ça. En latin, c'est la traduction de l'allemand, mais c'est en fait la désignation, parce qu'en fait, c'est la désignation juridique de l'empereur, c'est pas privé. C'est effectivement, quand Testa choisit empereur des Romains, il fait un choix de traduction. On aurait pu mettre autre chose. L'Autriche, d'ailleurs, fait un autre choix, je crois. L'empereur du Saint-Empire. Et tu avais dit qu'il y avait une traduction italienne et en italien. Oui, alors là, ça, c'est. Mais ça, il faudrait que je recherche parce que. Oui, mais je crois que j'ai découvert un nouveau sujet, en fait. J'ai ramassé ça, ça m'est revenu en parlant, en fait, parce que effectivement, j'ai fait tout à l'heure une erreur, bon, j'avais plus d'ordinateur, plus de batterie. En fait, à Vienne, à la Bibliothèque nationale de Vienne, il y a l'opuscule allemand qui se trouve aussi dans les archives, je l'ai vu à plusieurs endroits. Et donc, il y avait même une version numérisée, mais le petit opuscule italien, je l'ai photographié, il est dans des fonds. Par exemple, il aurait fallu que je cherche dans les images, parce que j'ai des milliers d'images. En fait, je sais par exemple qu'il se trouve dans une correspondance entre le vice-roi de Naples, enfin non, de Palerme, vice-roi de Sicile, avec le président du Conseil d'Espagne. Et là, en fait, on lui dit qu'il faut absolument… C'est autour de la négociation de 1725 avec les Barbaras, sur laquelle j'ai pas mal travaillé. En fait, là, il y a une traduction italienne et on lui explique ce qu'est Passarovitz, en fait. Et donc là, on lui envoie une traduction italienne. Donc, il faudrait vraiment repartir de toutes les traductions. Et c'est dommage que la collègue ottomaniste, ça a pris 2 ans pour la convaincre de faire juste le préambule, parce qu'apparemment, c'est aussi très, très difficile à traduire du côté ottoman. Le texte. Ils se sont battus le jour du colloque. Il y a eu une explosion autour. Voilà, c'est sur la paix perpétuelle. Pour moi et mes successeurs, elle a traduit comme ça. Et donc, dans la salle, les ottomanistes qui ont dit c'est pas possible de traduire comme ça. Donc, c'est pour moi et mes enfants ou mon entourage. Les héritiers. Mais est-ce que c'est les héritiers? Est-ce que c'est l'entourage? Donc là, il n'est pas possible en fait de décider. Donc, le texte ottoman est aussi très… Donc, il y a beaucoup d'effets de traduction. Alors, je n'irai quand même pas jusqu'à dire que c'est du sein privé, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est un peu bizarre, parce qu'il y a la diète quand même. Il y a la diète, voilà. Mais en revanche, alors, effectivement, par exemple, dans la négociation de 1725, donc, avec les barbaresques, il s'agit de faire, en fait, c'est d'ailleurs évoqué dans les traités, il faut que les barbaresques, donc Alger, Tunis, Tripoli, applique Passarovitz. On le sait déjà, c'est déjà un problème, parce qu'il y a un article précis qui dit que les régences barbaresques, Alger, Tunis et Tripoli, doivent appliquer les 3%, et donc surtout la libre circulation, enfin, la sûreté des biens, parce que les opérations de piraterie avaient lieu par là. Et donc, en 1725, il y a quand même quelque chose qui, effectivement, renvoie à un accord un peu personnel, puisqu'il y a une escadre de navires qui est commandé par 3 négociants d'Ostende, qui s'en va rappeler aux barbaresques l'existence du traité de Passarovitz, accompagné d'un bateau, d'un navire qui, lui, est parti de Constantinople avec un aga, donc un général diplomate, qui vient aider l'empereur à raisonner, c'est le vocabulaire employé, qui vient aider l'empereur à raisonner les barbares. Oui, donc effectivement, là, on a une expédition. Oui, là, il y a une amitié entre princes. Oui. Mais pas jusqu'à une amitié entre princes, je dirais pas un droit des gens, parce qu'effectivement, il faudrait reprendre. Mais là, en revanche, du côté allemand, on est plus dans la suggestion, dans le droit des gens. C'est vraiment des gens. On n'est pas non plus dans l'intérêt étatique du côté allemand, pour les raisons. Le lien presque interpersonnel. Voilà. Il nous reste peut-être quelques minutes au maximum, donc une dernière question. Un dernier point, Taraude. Bon, on s'arrête là. Vraiment embrouillé les pistes et les têtes pour…
Christine, on te remercie. On remercie Merci. le public. On espère vous revoir donc, pour les prochaines séances aussi. Et écoutez, merci. Voilà. Merci d'avoir donné cette occasion de me lancer sur des terrains glissants, mais manifestement. Si ça a servi à te donner un peu d'inspiration, ça Oui, va. oui, Moi, oui, ça- parce qu'en ça fait, sera- je crois que oui, parce que j'ai toujours, en fait, on est en train de faire des volumes, j'ai toujours le même pied. Là, il faut travailler du côté espagnol aussi, tu vois, peut-être creuser. Non, mais- Il y a des choses. Mais bon, pour une fois, Foucault a un petit peu. Oui, non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il est souvent vu de manière un peu monolithique et finalement, c'est pas si simple. Je ne suis pas uniquement spécialisé sur Foucault, mais de fait, j'ai dû lire un petit peu aussi en préparant. En fait, moi, je suis un peu abandonnée parce qu'effectivement, on raconte toujours un peu Oui, c'est ça. on n'a pas envie d'aller voir et en fait, on va voir qu'en fait, ce qu'on dit de lui n'est pas ce Exactement, oui, parce qu'on a l'impression que c'est assez sclérosé.